Les previews, la présentation de chaque équipe du top 14, une par jour pendant 2 semaines. On arrive presque à la fin puisque aujourd'hui c'est la reprise. Et pour ce 12e épisode, malheureusement, la reprise elle se fera sans le Stade français qui devait jouer ce soir mais qui ne jouera pas. Avec moi pour en parler, Arnaud Beurdelet, notre correspondant dans la capitale. Salut Arnaud. Salut Baptiste. Comment ça va ? Très bien, très bien. Un petit peu sevré de rugby depuis quelques temps et il faudra encore patienter dans la capitale à cause du report du match du Stade français contre l'Union Bordeaux-Bègles. Donc on va patienter encore une semaine pour aller au Racing la semaine prochaine. Le Stade français quand même qui sort d'une saison catastrophique, il faut le dire. Ouais, une saison difficile. Ça avait commencé sur le plan administratif. Dès le mois de septembre, le président Hubert Patricot avait été démis de ses fonctions par le propriétaire Hans-Peter Wild. Dans la foulée, c'est le directeur général, Fabien Grosbon, qui avait quand même sacrément abîmé l'image du club en cherchant à lui donner une image qui n'était pas dans l'ADN du club. C'est Thomas Lombard qui a repris les manettes dès le mois de novembre. Dans la foulée, évidemment, sur le terrain sportif, en tout cas, ça ne fonctionnait pas sous la houlette de Heineke Meyer. Il aura fallu cette nouvelle défaite, la 7e, je crois, en 9 matchs contre le Racing pour que le manager sud-africain soit finalement écarté. Place a été faite à Laurent Sampere et Julien Arias, 2 joueurs fraîchement retraités qui ont pris les commandes du club, qui ont redonné de l'enthousiasme, qui ont redonné de l'allant à cette équipe parisienne, mais qui n'ont pas finalement réussi non plus à lui redonner un standing. Et c'est aussi pour ça que le Stade français a terminé la saison à la 14e place. Et alors, c'est un peu cruel de l'affirmer de la sorte, mais c'est finalement le Covid qui a sauvé, entre guillemets, le Stade français d'une éventuelle relégation. Alors, pour leur défense, les Parisiens arguent évidemment qu'il restait encore 9 journées, dont 6 à domicile. Et il est fort probable que cette équipe parisienne, par ce qu'elle avait montré sur les premières sorties sous la houlette de Arias et Sampere, aurait probablement réussi à se maintenir ou au moins à obtenir une place de barragiste et à jouer un barrage contre un club de Pro D2. Surtout qu'il restait sur un match encourageant, une défaite d'un petit point à Toulon, je crois, c'est ça ? Ouais, un match cruel pour le Stade français qui longtemps a cru pouvoir réussir un exploit en terre varoise. Et finalement, on se souvient, les dernières minutes, ça se joue à rien. Une petite faute du capitaine Yoann Maestri, qui ce jour-là pourtant est relativement exemplaire, mais qui dans les dernières minutes commet l'irréparable et offre les 3 points de la victoire finalement au RCT. On sentait qu'il y avait un vrai renouveau. Arias, Sampere n'avaient pas beaucoup d'expérience, mais ils avaient encore cet enthousiasme. Ils ont surtout cet amour du club. Les 2 joueurs, Julien Arias est là depuis, je crois, 2001. Laurence Sampere avait, je crois, 11 ou 12 années de présence au club en tant que joueur. Donc, ils ont transmis. Il y a eu une espèce d'osmose, une espèce de pacte qui a été signé par les joueurs autour de ces 2-là. Et on avait vraiment senti un renouveau, même si malheureusement pour eux, ça ne s'était pas matérialisé au classement. On sent quand même qu'il y a la volonté de faire maison maintenant au Stade français, comme tu le dis, avec Sampere, Arias, mais aussi avec le retour de Gonzalo Quesada par le Stade. Ouais, alors, mais c'est toute la question qui se pose actuellement au Stade français. C'est évidemment la politique de Thomas Lombard de faire revenir beaucoup les anciens pour redonner un peu cette image atypique, cette image familiale qu'a longtemps eu le Stade français de Max Guazzini, qui avait aussi perduré à l'époque de la présidence de Thomas Savard. Donc le retour des anciens, on voit Christophe Moni qui revient en tant que team manager, et puis évidemment Gonzalo Quesada, qui a déjà œuvré entre 2013 et 2017 au Stade français. Quesada, durant ces 4 ans, c'est quand même 2 titres, un bouclier de Brennus en 2015, une Challenge Cup en 2017. Maintenant, est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux ? C'est toute la question qui se pose à Gonzalo Quesada. Lui-même se posait la question à l'instant de s'engager, de répondre à la sollicitation de Thomas Lombard. Il le dit lui-même, si j'avais eu un plan de carrière, probablement aurais-je dû aller ailleurs, probablement aurait dû faire un autre choix. C'est sûr que c'est pas facile pour lui de revenir dans un club où il a quand même beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on a l'impression que beaucoup de mal a été fait à ce club, tant au niveau de l'image que dans l'aspect sportif. Heineke Meyer prenait un jeu quand même très très loin de ce que propose Gonzalo Quesada. C'est vraiment, je pense, effectivement un challenge immense pour Gonzalo Quesada, mais c'est un homme de défi, donc il faut lui souhaiter la même réussite qu'il y a quelques années.
Pour clore ce chapitre sur la saison passée, on va faire un petit tour des joueurs qui quittent le club. Et tu me diras, pour toi, qui manquera au club? Alors, il y a Futeux, Bonfils, Angaliangui, Paille, Coroy, Daguin, Mapoé, Palisson, Combrinck. J'ai envie de dire qu'il n'y Pas a de pas de grand départ titulaire. vraiment marquant. Il y a la retraite anticipée de Rémi Bonfils, qui est malheureuse, évidemment, qui était un joueur important dans le vestiaire parisien. Maintenant, il n'y a pas de départ marquant comme il y a pu y en avoir, notamment l'année passée avec les départs de Sergio Parissé, dans des conditions un peu difficiles. Le licenciement, pareil, de Djibril Camara, dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a eu le départ aussi au mois de novembre ou décembre de Jules Plisson, qui est parti en direction de La Rochelle. Voilà, il y a toute une génération de joueurs. C'était un peu ces garçons-là qui étaient un peu les garants de l'état d'esprit. Medine, Gonzalo Quesada, qui avait décroché le titre en 2015, qui avait décroché la Challenge Cup en 2017. De ce groupe-là, évidemment, il reste un certain nombre de joueurs. Je pense à Jonathan Danty, je pense à Paul Gabriag, qui sont des purs produits de la formation parisienne et qui sont très attachés au club de la capitale. Thomas Lombard peut aussi compter sur des joueurs comme Lester Etienne, qui a éclos l'an dernier et qui a même été appelé par le sélectionneur Fabien Galtier pour participer à la préparation du tournoi Destination avec l'équipe de France. Il y a aussi évidemment des garçons qui ont été recrutés sous la période d'Heineke Meyer, comme évidemment Johan Maestri, comme Gaël Ficou, Nicolas Sanchez, Pablo Matera. Donc il y a quand même un effectif qui est relativement étoffé. On va peut-être en parler un peu plus tard. C'est aussi ce qui explique un recrutement finalement pas très Léger. large, mais très ciblé en tout cas. C'est ça. Justement, on y vient. Les recrues du club, pour compenser cette dizaine de départs, seulement 4 joueurs rejoignent le club. Alors, il s'agit de Kakovin, Grobler, Marcos Kremer et Veainu. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur chacun? Et on va commencer forcément avec Marcos Kremer, qui est quand même la recrue phare de. Ouais, c'est la recrue phare. C'est une recrue, entre guillemets, opportuniste, pleine de bon sens. Les Jaguares qui étaient en difficulté, qui n'avaient plus de compétition, l'UAR, la Fédération argentine, qui a incité tous ces joueurs à se diriger, à se tourner vers l'Europe pour pouvoir continuer à évoluer au plus haut niveau, faute de ne pouvoir leur proposer mieux. Donc évidemment, Thomas Lombard a sauté sur l'occasion. Évidemment, il a été aidé en ça par l'arrivée de Gonzalo Quesada. Quesada était l'entraîneur de Marcos Kremer aux Jaguares, avec qui ils avaient été en finale du Super Rugby 2019. Une première, soit dit en passant, réussie par Gonzalo Quesada. Donc Marcos Kremer, c'est quand même à 22 ans, 28 sélections déjà avec les Pumas. C'est un joueur de caractère. C'est peut-être ce dont a besoin le Stade français. On a souvent dit que Heineke Meyer avait fait en sorte d'éliminer les joueurs de caractère, les joueurs qui pouvaient lui créer des soucis dans son management. Avec Marcos Kremer, Gonzalo Quesada a été chercher justement un joueur qui a du caractère, qui a de la détermination. On n'arrive pas à 28 sélections au plus haut niveau international à seulement 22 ans, uniquement par hasard. Et je pense que c'est la bonne pioche du Stade français. Retenez bien son nom, Marcos Kremer. Un joueur qui dégage beaucoup d'envie, de détermination sur le terrain, quoi. Exactement. Et puis un joueur qui a une histoire un peu particulière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il était en tournée en Europe avec les Pumas. Il devait affronter la France et quelques jours avant la rencontre, il était reparti au chevet de sa petite amie qui malheureusement était décédée quelques jours plus tard d'une leucémie. C'est un garçon qui a un parcours atypique, qui vient d'une région d'Argentine où le rugby n'est pas très développé et finalement il a réussi comme ça de fil en aiguille à faire son chemin et il a participé déjà à 2 Coupes du Monde avec les Pumitas. Voilà, c'est un garçon qui sait où il veut aller et je crois que c'est parfaitement c'est le parfait choix pour le Stade français. On avait besoin, ce club avait besoin d'un garçon qui va apporter un peu de niaque, un peu de grinta, Baptiste. Ça simplifie un peu plus la filière argentine au Stade français, forcément. Ouais, tout à fait. Alors, cette filière, elle s'était un peu tarie quand même ces dernières années. Elle revient naturellement parce que les Jaguares sont en difficulté, parce qu'il y a le retour de Gonzalo Quesada. Donc, oui, effectivement, avec Pablo Matera, Nicolas Sanchez et Marcos Kremer, le Stade français a son quota d'Argentins qui doit bien faire plaisir à notre ami Max Guazzini. Très bien. Pour parler des autres joueurs qui arrivent, Vasil Kakovin, qui est du voisin francilien. Valeur sûre du top 14, qui arrive du Racing, il a franchi le périph', 30 ans, un pilier de devoir, un pilier georgien, j'ai envie de dire, pas très à l'aise forcément ballon en main, et c'est souvent ce que recherche quand même Gonzalo Quesada
chez ses piliers. Il sera en concurrence avec Quentin Béthune à gauche. Mais voilà, c'est une valeur sûre. Le Stade Français avait besoin de se renforcer à ce poste-là. Je crois que c'est un bon choix. C'est un joueur de devoir, un joueur de métier. Voilà, on a besoin aussi de ce genre de joueur dans un effectif. Je crois que le Stade Français a bien fait d'aller chercher ce pilier gauche qui, à 30 ans, a encore, je pense, de belles années devant lui. Et qu'en est-il de Grobler, la deuxième ligne de Gauster? Alors là, Gerbrand Grobler, c'est un peu l'énigme. Hein. Il a été suspendu quand même 2 ans pour dopage il y a quelques années. Il avait fait un bref passage au Racing, mais il avait marqué de son empreinte quand même en deuxième ligne son passage dans le club francilien. Il avait été très bon, notamment sur cette fin de saison. Je me souviens de quelques matchs où, notamment dans les rucks, il faisait pas bon croiser ses larges épaules. Je rappelle, le garçon fait quand même plus de 2 mètres. Il va apporter aussi, je pense, un choix supplémentaire dans l'alignement parce que on en parlera un peu plus tard, mais c'est une carence du Stade français. C'était une carence la saison dernière que le Stade français essaye de combler. C'était justement le manque de diversité, le manque de profil de joueurs sauteurs dans l'alignement. Donc Grobler était à Gloucester l'an dernier. Il a fait encore une grosse saison avec le club anglais, alors, demi-saison évidemment. Je pense que c'est une bonne pioche pour le Stade français. Je vous dis, il va apporter aussi de la densité parce que le PAC parisien souffrait parfois de ce manque de densité. Et enfin, l'arrière, Vieillainou. Alors là, c'est la bonne pioche. Hein. Déjà, il y a quelques années, à l'époque de Thomas Savard et de Pierre Arnald, hein, qui était le directeur général du Stade français à cette époque-là, le Stade français avait essayé de débaucher Telusa Veianou de Leicester, hein, sans jamais vraiment y réussir. Le joueur était tenté, mais finalement, il était resté chez les Tigres de Leicester. Là, le Covid oblige, les Tigres ont eu de grosses difficultés financières. Ils ont été contraints d'alléger au maximum leur effectif et Thomas Lombard voilà, c'est jeté sur cette opportunité. Je crois qu'aussi c'est un bon choix parce que l'an dernier, même si Kylian Amdaoui a été excellent, hein, vraiment pour un joueur voilà, qui vient encore de Pro D2, il a réussi une saison formidable. Je pense que ce joueur a besoin de temps en temps de souffler. Il a besoin également de concurrence. Et je pense que là, typiquement, Telusa Veianou va apporter de la concurrence à Kylian Amdaoui, sachant que Veianou peut également évoluer au poste d'ailier. On va voir comment Gonzalo Quesada va structurer sa ligne de 3/4. Est-ce que, par exemple, il va mettre Waisea au centre ou à l'aile? On sait que l'année du titre, il l'avait beaucoup utilisé au centre de l'attaque. Il aime aussi le faire venir depuis l'aile pour venir chercher des ballons autour des regroupements pour créer de l'incertitude dans la défense. Donc, on va voir comment il va structurer. Mais Veianou, aussi une bonne pioche, c'est-à-dire 4 joueurs plutôt bien ciblés. Pas de grands noms, pas de grandes stars, mais bon, la période ne s'y prêtait pas forcément. Mais des joueurs bien ciblés. Très bien. On passe du coup à la troisième thématique sur l'effectif. Pour toi, quel sera le point fort des Parisiens cette saison? Alors, les points forts, c'est très difficile. On sort quand même d'une demi-saison au cours de laquelle le Stade français a terminé quand même 14e du top 14. Donc voilà, lanterne rouge. Voilà, donc difficile de sortir des points forts au cours de la saison dernière. Moi, j'ai plutôt envie d'insister sur l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on sent un groupe. Alors, on n'a pas encore l'opportunité de les côtoyer au quotidien comme c'est le cas habituellement au Stade français, pour les raisons que tout le monde connaît à cause de la Covid. Mais j'ai le sentiment que cette équipe a un goût de revanche au fond d'elle. Elle sait que tout le monde se moque un peu d'elle parce que elle a été sauvée entre guillemets par le Covid. Ça a fait beaucoup jaser pendant le confinement, évidemment, en attendant la décision de la Ligue. Donc beaucoup de joueurs, de clubs se sont moqués du Stade français. On a vu les réseaux sociaux s'emballer aussi sur la situation parisienne. Je pense que les joueurs ont été marqués par ça et qu'ils ont au fond d'eux une énorme envie de revanche. Ils ont envie de prouver aussi à tout le monde que cette équipe, elle vaut bien mieux que la 14e place. Et très personnellement, j'ai envie d'y croire parce que sur le papier, cette équipe, elle est quand même séduisante quand on regarde Paul Allo-Émile, Latou, international australien au talon, Quentin Béthune à gauche, Maestri, Gabriad, Grobler en deuxième ligne, Matera. On va le donner tout de suite, le 15 probable du club. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais ça donnerait du coup, si tu as dessiné cet été dans le Midi Olympique, ça donnerait Béthune, Latou, Allo-Émile en première ligne, Maestri, Gabriad forcément en seconde ligne, Kremer, Macalou, Matera en troisième ligne, Olukovi en 9, Sanchez en 10, Ozel, Etienne, Waisea qui peut aussi jouer au centre, où il y a déjà Ficou et Danti.
Et à l'arrière, Hamdaoui, Verino, comme on en parlait tout à l'heure. C'est une belle Ouais, et équipe. sur le papier, ce 15, il a de la gueule, on va pas se mentir. Il vaut mieux que la 14e place. Et il y a de la densité maintenant au niveau de. Il y a de la profondeur dans l'effectif. Et connaissant un peu le management de Gonzalo Quesada, je pense qu'il va savoir tirer la quintessence de son groupe. Il va savoir utiliser les bons leviers pour aller chercher le meilleur de ses joueurs. Donc, non, je pense que je serais très étonné en fin de saison prochaine de retrouver le Stade français à la même place que l'an dernier. Ce serait vraiment une grosse surprise pour ma part. Un des points forts aussi, ça peut être cette troisième ligne qui peut être hyper complémentaire, quand même Kremer, Matera, Makalou. Troisième ligne incroyable. On a Matera quand même qui est le capitaine des Pumas, qui est un joueur extraordinaire, qui est très bon, notamment au près. On a Makalou quand il joue, quand il évolue à son meilleur niveau, qui marche sur l'eau, qui va à la vitesse de Cheslin Colby. J'exagère un petit peu évidemment, mais qui est pour un troisième ligne à une vitesse incroyable. Et puis on a Marcos Kremer qui est capable de porter des ballons, de casser les lignes, de faire avancer, de faire jouer dans l'avancée son équipe. Effectivement, on a une troisième ligne très, 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 très complémentaire. Et puis, on oublie, hein, mais derrière, on a encore des garçons comme Antoine Burban qui, il faut lui souhaiter, va revenir à son meilleur niveau. En tout cas, il a fait une bonne préparation, Antoine. Voilà, donc, voilà. Et après, il y a d'autres garçons comme Ryan Chapuis, comme Loïc Godener, l'ancien Grenoblois, qui se doit une revanche, hein, parce que l'an dernier, il a un petit peu déçu le staff. Donc, il y a beaucoup d'espoir sur ce garçon qui a un potentiel immense, quoi. Donc, non, effectivement, il y a du matos, comme on dit, Baptiste, au Stade français. Est-ce que malgré tout, il y a sûrement des points faibles aussi dans cette équipe? Oui, on l'a évoqué un petit peu avant. Le point faible, c'est un point faible qu'on a souvent souligné l'an passé, c'est le manque de variété dans l'alignement. C'est-à-dire que peu de joueurs avaient des qualités de jump quand on faisait des sauteurs prioritaires. Alors évidemment, on avait des garçons comme Maestri, comme Makalou, comme Gabriag. Mais voilà, je sais que Gonzalo Quesada a recherché dans son recrutement des profils sauteurs. C'est le cas de Marcos Kremer, qui n'était pas au Jaguares un sauteur prioritaire parce qu'il y avait des joueurs bien meilleurs que lui, mais qui a cette capacité à apporter un peu de diversité au sein de l'alignement. Le Stade français va devoir travailler beaucoup sur cet aspect-là parce que c'est un lancement de jeu qui est fondamental. Quand on sait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de lancer le jeu sur mêlée, beaucoup de mêlées écroulées, beaucoup de mêlées qui tombent, beaucoup de pénalités. La touche, c'est un lancement de jeu voilà, extrêmement important et il faut que le Stade français parvienne à diversifier ses lancements de jeu sur cette phase de conquête. D'accord, très bien. Pour finir cette partie, est-ce qu'il y a un joueur qui pourrait se révéler cette saison selon toi? Un joueur dont on n'a pas encore parlé. Alors, se révéler, je ne sais pas, on en a forcément déjà parlé. Moi, je pense à Julien Delbouis, qui a été champion du monde des moins de 20 ans en juin 2019. C'était en Argentine, d'ailleurs. Voilà, c'est un joueur qui, malheureusement, s'est blessé en fin d'année 2019, qui s'est fait une grave blessure au genou. Jusque-là, il avait fait un très bon début de saison. Heineke Meyer l'avait fait quand même pas mal jouer au sein de la ligne d'attaque, notamment en l'absence de Gaël Fickou. Est-ce qu'il va réussir à se faire une place cette année avec la présence de Gaël Fickou, avec la présence de YCA, avec la présence de Jonathan Danty? C'est la question qui se pose. Moi, je crois beaucoup en ce garçon parce que je trouve qu'il a des qualités sportives vraiment indéniables. C'est un perforateur. Il a aussi des qualités de passe. Il n'est pas que un perce-muraille. Je pense que voilà, il peut éventuellement être une révélation. C'est un garçon qui a 21 ans, donc il a tout l'avenir devant lui. Et puis, c'est un garçon issu de la formation parisienne. Il vient de Massy. Il faut encourager aussi tous ces garçons comme Lester Etienne, comme Julien Delbouis, qui viennent des clubs comme d'un très bon club formateur tel que Massy peut l'être. Très bien, on passe du coup à la quatrième partie sur l'état d'esprit. Forcément, il y a des choses à dire côté parisien car la préparation n'a pas été celle qu'ils espéraient. Ouais, j'ai envie de dire que ça renforce encore le sentiment de revanche. C'est-à-dire qu'il y a une interview à paraître aujourd'hui dans les colonnes de Midi Olympique de Gonzalo Quesada où justement il dit nous sommes punis. Ils se sont punis eux-mêmes, les Parisiens. C'est-à-dire qu'on leur reproche d'avoir fait un peu n'importe quoi peut-être pendant le stage de préparation. On n'a pas d'éléments. Les gens qui disent ça n'ont pas forcément les éléments pour porter ces accusations. En tout cas, aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où ils ont eu plus d'une vingtaine de cas positifs à la Covid. Ils n'ont pas pu faire de match de préparation, c'est-à-dire que le match amical contre Brive, celui contre Toulon ont été annulés. Donc, ils se retrouvent dans une situation effectivement très complexe avec des joueurs de première ligne qui ont développé des symptômes assez graves puisqu'ils ont eu des lésions pulmonaires. Donc, la Ligue a pris, et je pense que c'est une bonne décision,
En tout cas, la Ligue a fait le choix de reporter ce match contre l'Union Bordeaux-Bègles. L'avenir nous dira si oui ou non la Ligue a eu raison et si on pourra effectivement trouver une date de report pour cette rencontre. Mais oui, je pense que les Parisiens se disent que tout est contre eux en ce moment. L'an passé, saison chaotique, on ne va pas revenir sur les péripéties. La pré-saison qui a été très, très, très difficile à gérer. Gonzalo Quesada qui disait dans nos colonnes il y a quelques semaines que jamais il avait eu à faire face à autant d'adversité. Donc je pense qu'au fond d'eux, vraiment, les Parisiens, tout ça mis bout à bout, seront très, très revanchards. Est-ce qu'ils seront prêts, pas ce dimanche, mais le dimanche suivant à Castres? Honnêtement, j'en doute. Je pense qu'ils vont faire avec les moyens du bord. Mais on sait qu'un match de rugby, c'est quand même très important d'être essentiellement prêt dans sa tête. Et ça, je pense que les Parisiens, dans leur tête, ils seront au rendez-vous. Comme tu le disais, il faudra être au rendez-vous dès le début de saison. La semaine prochaine, c'est le déplacement à Castres. Ensuite, il faudra recevoir Bayonne et se déplacer à Agen. C'est un peu les équipes avec lesquelles ils jouaient le maintien la saison passée. Et ils pourront se jauger d'entrée, de savoir à quel niveau ils sont. On en saura un peu plus, effectivement, avec ces deux premiers matchs contre Castres et Bayonne, puis dans la foulée Agen. Petite information au passage, je crois que les Parisiens cherchent un match amical parce que, évidemment, ils n'ont pas pu en jouer. On sait qu'il y a ce bloc de 2 matchs et ensuite, il y a 2 semaines qui sont consacrées au quart de finale et aux demi-finales de Champions Cup. Les Parisiens cherchent un match amical, justement, avant d'affronter Bayonne pour avoir un peu plus de rythme. Parce qu'effectivement, jouer Castres et avoir 2 semaines de coupure avant de rejouer Bayonne, c'est encore un nouveau handicap pour les Parisiens. Déjà qu'un bloc de 2 matchs, c'est pas beaucoup. Ce sera un bloc de seulement un match. Un match, exactement, voilà. Baptiste. Très bien. Et on finit du coup l'émission avec On s'engage. Tu vas me donner le classement auquel tu vois finir ces Parisiens. À quelle place ils peuvent finir cette année honnêtement, c'est une équipe qui a quand même été lourdement traumatisée. Elle a un effectif pour terminer dans les 6. Honnêtement, elle a un effectif pour terminer dans les 6, cette équipe. Est-ce qu'elle en aura la force mentale sur la durée? Je ne sais pas. Si je dois me mouiller, je dirais que cette équipe finira probablement 7e du top 14. D'accord, très bien, parfait. Merci beaucoup Arnaud, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Baptiste. Merci d'avoir fait cet épisode avec moi. Et demain, on partira voir le Pouligui d'or du rugby français. Même si la malédiction tend à disparaître. Merci de nous suivre quotidiennement et à demain. Salut Baptiste.